Je suis Noura Landigala et c'est moi qui vais assurer la présentation. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Aboubakar Maïga qui va bientôt s'entretenir avec nous. Alors, je suis Noura Landigala, je suis chargée des opérations à l'ONG Leading Change Africa. Leading Change Africa est une organisation non gouvernementale qui agit dans le domaine de l'éducation. Nous, nous agissons dans le domaine de l'éducation. Nous avons principalement des programmes clés tels que le Post-Secondary, le Leadership Academy et le Accelerators. Le Leadership Academy, c'est un programme de leadership qui vise à aider les jeunes à entreprendre, à savoir un peu ce que c'est que le leadership et à évoluer dans leur vie. Nous avons également le Post-Secondary programme qui concerne, qui est un programme boursier. Hormis ces programmes, on encourage vraiment la jeunesse à entreprendre, à apprendre le leadership, à également s'engager dans la communauté. Ici, notre devise, c'est de transformer les jeunes Africains en leaders et les leaders en agents de changement. Alors, peut-être après, je vais laisser le contact pour ceux qui voudront plus d'éclaircissement par rapport à ce que nous faisons à l'ONG. Donc, comment va se passer la session d'aujourd'hui? Je vais d'abord parler de la biographie, vous parler de la biographie de Monsieur Mahaman. Également, il va se présenter également et faire sa présentation. Nous allons l'écouter attentivement. Et à la suite de cela, on va passer à la phase de questions-réponses. Cependant, je vais demander à tout le monde de garder sa caméra, de garder son audio sur muet afin de nous éviter les bruits de background. Donc, on va s'entretenir avec lui. Il va nous faire sa présentation. On va l'écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire pour ne pas oublier. Et à la fin de sa présentation, je vais lire ces questions et il pourra les répondre un à un. Voilà. Donc, on va aller à la présentation de Monsieur Aboubakar. Donc, j'espère que vous voyez ce que je vous ai partagé. Alors, Monsieur Aboubakar Mahiman Maïga est un professionnel expérimenté du secteur bancaire avec près d'une dizaine d'années d'expertise en contrôle interne. Monsieur Maïga est un détenteur d'un Master 2 en audit et contrôle de gestion, certifié gestionnaire conformité, certifié aux normes baloises 2 et 3, certifié aux normes IFRS et IPSAS. Fort de son expérience, dans les finances et dans la gestion de la conformité et des risques, il met son savoir-faire au service de ceux qui souhaitent mieux comprendre et gérer leurs finances personnelles. Sa mission, rendre la finance accessible à tous, en proposant des outils concrets et des stratégies adaptées pour améliorer la gestion du budget, optimiser l'épargne et prendre des décisions financières éclairées. Alors, je m'arrête là. Et je vais laisser Monsieur Mahaman se présenter encore lui-même et nous parler du thème d'aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. J'essaie de partager mon écran. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je pense que c'est bon. C'est bon?
Alors, avant tout propos, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de Leading Change et particulièrement la direction communication pour l'organisation de cet événement et leur souhaite un bon courage pour les futures échéances. Alors, l'occasion et l'honneur me sont offerts aujourd'hui pour partager avec vous et surtout apprendre de vous les tenants et aboutissants relatifs à la thématique proposée. Alors, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation dédiée à l'éducation financière, une compétence qui est une compétence essentielle pour naviguer sereinement dans le monde complexe de l'argent. Que vous soyez un jeune adulte habitant dans la vie active, un professionnel souhaitant optimiser ses finances ou simplement curieux d'en apprendre davantage, ce guide est fait pour vous. Alors, nous allons explorer ensemble les bases de l'éducation financière, des conseils pratiques pour bien démarrer et les avantages d'une bonne éducation financière éclairée. Alors, je vous demande de vous préparer à prendre le contrôle de votre avenir financier. Alors, comme Madame l'a fait, concernant ma présentation, je me nomme Aboukar Mohamed Maïga. Je suis détenteur d'un Master 2 et je suis employé au niveau de la BNDA, Banque nationale de développement agricole. J'occupe le poste de chef section risque opérationnel. Avant d'intégrer la BNDA, j'étais d'abord commercial pendant une année au sein d'une microfinance de la place. Ensuite, j'ai intégré leur département de l'audit interne où j'ai exercé ma fonction pendant 4 ans. Alors, voici le plan que je vous propose. Nous allons introduire avec la définition de l'éducation financière et quelques aspects essentiels à rappeler. Nous déroulerons ensemble la pyramide de Maslow versus l'éducation financière. Nous allons voir ensemble les 5 étapes fondamentales pour atteindre l'abondance financière. Nous allons partager avec vous quelques expériences vécues. Nous allons également étudier des cas pratiques et nous allons mettre en lumière les avantages d'une bonne éducation financière et les conséquences d'une mauvaise éducation financière, bien entendu. Avant de clôturer, nous allons donner des conseils et des pièges à éviter pour parvenir à une bonne éducation financière. Alors, en conclusion, nous allons vous partager un carnet de ressources financières où vous trouverez des livres, des guides et des outils pour tenir une bonne éducation financière. Alors, l'objectif de la thématique qui est l'éducation financière, son objectif principal, c'est de permettre à chacun de mieux gérer son argent, de prévenir les erreurs coûteuses et de construire une sécurité financière durable. Entre autres, nous allons savoir ensemble comment gérer son argent, son budget, apprendre à dépenser de manière responsable, planifier et mieux épargner. Nous allons apprendre ensemble à maîtriser notre endettement et se protéger contre les risques financiers. Alors, selon la Banque mondiale, plus de 2 milliards d'adultes dans le monde n'ont pas accès aux services financiers de base. Donc, à l'instar des pays occidentaux, je trouve qu'il est pertinent à nos États de revoir leurs politiques éducatives et insérer l'éducation financière dans les programmes annuels de les classes primaires jusqu'au niveau secondaire. Également, les entreprises et les autres privés doivent intégrer cette éducation financière dans le programme annuel de formation à l'endroit de leur personnel. Parce que nous avons constaté, malgré les grandes fonctions et les grands diplômes
que les gens ont acquis, certains, sinon beaucoup de personnes, peinent à gérer efficacement leur argent. Certains d'entre eux sont même directeurs financiers dans certaines entreprises. Donc, la preuve est que même lorsque j'ai eu à échanger avec certains de mes collègues au bureau, je leur ai parlé de cette conférence. Plusieurs d'entre eux étaient intéressés et m'ont témoigné leur appréhension par rapport au sujet parce que plus d'un rencontre des failles dans la gestion de leurs revenus. Parce que très souvent, leurs dépenses est supérieure à leurs revenus, ce qui fait un déséquilibre de leur budget. Donc, cela montre à suffisance l'importance de la thématique. Qu'est-ce que l'éducation financière? D'abord, la gestion de l'argent. Elle comprend beaucoup d'éléments essentiels à rappeler, qui est le budget, l'épargne et les dettes, voire même l'investissement. La gestion de l'argent, c'est une gestion efficace qui permet de maintenir un équilibre financier, d'atteindre des objectifs à court et long terme et de réduire au maximum le stress lié aux finances. Elle est essentielle pour maximiser ses revenus et garantir une stabilité économique. Comme vous le savez, les dépenses, c'est l'argent que vous utilisez pour payer des biens ou des services comme la nourriture, le logement, ainsi que faire les loisirs comme un dîner au resto ou des vacances. Donc, l'investissement dans un jargon facile à comprendre, c'est le moyen par lequel on cherche à fructifier son argent au lieu de le dépenser simplement. Alors, l'objectif, c'est être à la fin financièrement autonome. C'est pourquoi nous tous, nous travaillons. À l'école, on nous a beaucoup appris à suivre les cours, à chercher un boulot, à avoir un avenir certain. Mais rares sont les moments où on nous apprend à gérer l'argent. On nous dit tout simplement, pour parvenir au bonheur, il faut étudier et décrocher un boulot. Alors que l'objectif, c'est être vraiment autonome, financièrement parlant. Alors, l'autonomie financière, c'est quoi? C'est avoir la capacité de vivre confortablement en fonction de ses propres revenus. Donc, être financièrement autonome ne se résume pas seulement aux revenus qu'on gagne, mais par rapport à la gestion de ces revenus. Donc, un conseil pratique qu'on peut partager, c'est d'abord lister ses revenus, savoir ce qu'on gagne de façon très exacte, que ce soit le salaire, des aides financières ou tout autre revenu supplémentaire. Parce que l'objectif, c'est de tenir un budget. Il ne suffit pas simplement de connaître ses revenus, mais aussi de lister ses dépenses, savoir les prioriser, trier les dépenses essentielles et optionnelles. Il faut comprendre par dépenses essentielles les besoins de sécurité. Et optionnelles, c'est les loisirs, les sorties ou abonnements à des pages ou à la télé. Donc, il est essentiel de mettre en place un document, sinon une application, et l'outil le plus simple, facile, exploitable pour tout le monde, c'est de tenir un fichier Excel dans lequel on a la liste de nos dépenses et la liste de nos revenus pour ainsi tirer notre budget. Cela nous permet de ne pas naviguer à vie. Parce que celui qui reçoit son salaire mensuellement, il ne sait pas définir ses dépenses, que ce soit prioritaire et non prioritaire. Ce dernier ne fait que dépenser.
jusqu'à ce que l'argent finisse. Alors que si tu as un programme bien établi, tu sauras quoi mettre à côté et voter un budget par ligne. C'est pourquoi, historiquement, quand on fait des recherches, on se rend compte que la règle générale de la gestion des revenus, c'est la règle 50-30-20. 50 pour la nourriture, le logement, 30 pour le loisir et 20% de son revenu pour l'épargne. À mon humble avis, cette règle n'est pas trop adaptée à nous, surtout en Afrique et particulièrement au Mali. Ce que je me suis permis de faire, c'est essayer d'adapter cette règle à notre réalité, à notre environnement. C'est pourquoi, à la suite de mes recherches, moi, je propose et je conseille à ce qu'on adapte. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de figé. Tout le monde peut le façonner en sa manière et en fonction de ses propres réalités. La règle, c'est 30, 25, 25, 10, 10. 30% à l'alimentation et à la santé. 25% pour le logement, surtout pour quelqu'un qui vit en location. Mais pour celui qui vit dans sa propre maison, payer et reporter ses budgets sur une autre ligne où il a des problèmes à gérer. 25% de ses revenus, selon moi, doivent être alloués à l'épargne et au remboursement de nos dettes. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui perçoit 300 000 par mois. 30% à l'alimentation, il investit ça dans l'alimentation, ce qui fait 100 000 francs. Pour la location, ce dernier doit faire attention à ce qu'il prend ou ce qu'il paye en location ne soit pas supérieur à 25% de son budget, soit 75 000. Qu'il épargne 75 000 de côté, ce qui fait 25% du budget, qui vote 10% de ce budget pour les loisirs et les dons. Parce que nous sommes en Afrique et au Mali, le salaire, ce n'est pas pour toi seul. C'est aussi pour des dépenses externes. Donc, pour quelqu'un qui a un budget mensuel de 300 000, on lui propose ainsi de voter 30 000 francs pour son loisir. Et enfin, 10% aussi comme fonds d'urgence ou encore comme fonds pour prévenir les imprévus, parce qu'il y aura toujours des imprévus. Et dans les meilleurs des cas, pour aller plus loin, il faut planifier ce que je disais tantôt, un fonds d'urgence, pas pour un mois, mais l'idéal, c'est de pouvoir parvenir sur une période de 3 à 6 mois, parce qu'on ne sait jamais quel genre de problème peut survenir au cours du mois. Alors, sur vos écrans, je pense que vous apercevez cette pyramide à 3 niveaux. Donc, la première étape, c'est de bâtir des compétences essentielles. C'est ça la fondation financière d'ailleurs. Comment bâtir ces compétences? C'est de se ressourcer, c'est de continuer à s'investir dans sa formation. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit un étudiant, un professionnel, un entrepreneur. Il est important de s'améliorer, de se former et actualiser ses compétences pour avoir les techniques et les outils pour mieux gérer ses finances. Donc, nous l'avons dit tantôt, il est essentiel également de suivre ses dépenses et ses revenus. Donc, de mettre en place un budget bien planifié. Et enfin, c'est d'avoir une discipline quotidienne. C'est avoir la culture de l'épargne. Comme j'aime bien le dire autour de moi, celui qui n'apprend pas à gérer un budget de 50 000 ne saura pas gérer un revenu de 1 million.
Ces habitudes financières développées tôt deviennent naturelles avec le temps et permettent de gérer efficacement des sommes plus importantes plus tard. Donc, dès le jeune âge, si tout l'argent que tu perçois, tu ne fais que le dépenser pour des choses peu importantes, même, même si tu deviens un grand entrepreneur, même si tu perçois dans l'avenir des sommes colossales, cette habitude-là va te venir. Comme on l'a dit, l'habitude, c'est une seconde nature. C'est pourquoi il est essentiel d'être très tôt, de s'acculturer avec des bonnes pratiques financières. Nous avions parlé de la pyramide de Maslow versus l'éducation financière. Alors, excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager quelque chose. Je n'ai pas dit mon écran. Voilà, c'est bon. Donc, je parlais tout à l'heure de la pyramide de Maslow et de l'éducation financière. Donc, comme vous le voyez, au niveau de la pyramide, c'est une pyramide à quatre étapes, dont le socle, c'est de couvrir les besoins, sinon les dépenses essentielles, c'est-à-dire la nourriture, le logement, et ensuite la sécurité. Voter un fonds d'urgence, que ce soit se prévenir en souscrivant une assurance ou mettre en place des revenus stables. S'il y a les besoins sociaux, partager et contribuer financièrement au sein soit de sa communauté, de sa famille et subvenir à ses autres besoins. Enfin, on arrive à l'accomplissement personnel, c'est pouvoir investir dans des projets alignés avec nos valeurs. Parce que avoir un revenu mensuel, c'est bien, mais l'objectif, c'est vraiment parvenir à l'abondance financière, comme le disait un grand entrepreneur, sinon un grand écrivain, Robert Kiyosaki, qui dit que lorsqu'on perçoit ses revenus, la première des choses à faire, c'est de se payer soi-même, c'est-à-dire de voter un budget pour l'épargne. Il n'a pas demandé de voter ce budget pour la consommation, mais pour lui, c'est épargner d'abord, avant même de penser à faire autre chose. Alors, pour celui qui utilise également cette pyramide de Maslow, cela peut l'aider à établir une stratégie solide pour atteindre une stabilité financière et avoir un sentiment d'accomplissement au finish. Maîtriser son budget, c'est la clé d'un avenir financier. Donc, apprendre à gérer son budget dès le plus jeune âge est essentiel. Comme on l'a dit, une bonne retraite, on la prépare dès le premier jour du travail. On n'attend pas à la fin de l'année, sinon aux 5 dernières années ou à la fin de sa carrière pour commencer à chercher les voies et moyens pour tenir une éducation financière. C'est très tôt qu'il faut adapter ces bonnes pratiques. Le plus important, c'est de commencer. Commencer petit pour voir grand. Épargner quotidiennement, planifier ses dépenses et se fixer des objectifs d'épargne et d'investissement. Peu importe ce qu'on épargne, il faut apprendre à épargner et il faut le faire à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Cela m'amène à vous raconter l'histoire d'un camarade de classe que j'ai rencontré à la faculté, à l'université. Il s'appelle Ken. Je me souviens lorsqu'on avait nos bourses, qu'est-ce que lui il faisait? Sa priorité, c'était de mettre un peu d'argent à côté
Et chaque mois, on le voit dans son sac avec des chemises, 2 ou 3 chemises à nous proposer. On ne le prenait vraiment pas au sérieux. Il a continué, il a persévéré avec le courage des 2 chemises. Il est parvenu à venir avec un sac de chemises. Il nous proposait des vêtements. C'est dans notre propre bourse qu'on l'aidait à bâtir son entreprise sans le savoir. Lui, je ne sais pas par quel moyen, mais il avait déjà cette culture de bonne gestion financière et cette culture entrepreneuriale. Dieu faisant les choses, aujourd'hui, avec son dynamisme, avec sa bonne éducation financière, avec sa capacité de persévérer, aujourd'hui, il dispose de grandes boutiques d'habits et de chaussures. Il est très bien connu dans un quartier du Mali, Sangarebougou. On l'appelle son entreprise Ken Shop. Et aussi, je me rappelle de mon cas de Medaya. À un moment donné, beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes euh, qui venaient du Nord avec la crise, je ne vais pas rentrer dans les détails de la crise, mais on avait une sorte d'allocation d'une aide qu'on percevrait mensuellement. C'était une somme de 50 000. Donc, j'étais avec un ami. Lui, dès qu'on a l'argent, il prend la moitié, il épargne. Et au bout de 10 mois, il est parvenu à s'acheter une moto d'occasion parce qu'il a adopté de bonnes pratiques et ça l'a servi. Et donc, lors de la deuxième vague, j'ai essayé de le limiter et ça m'a aidé parce que j'ai pu faire une économie de 400 000 et ça coïncidait avec la fin de ma maîtrise à l'université. Donc, j'étais en train de chercher des bourses ou de l'aide pour pouvoir financer un master. Alors, j'ai pris la décision d'aller payer la première tranche du master en audit, bien entendu, les 400 000. Et cela m'a aussi galvanisé à chercher du boulot. Je puis m'inscrire avec cette somme. On m'a facilité le paiement des cours et tout. Ensuite, j'ai eu la chance de participer à un recrutement de Baobab, une microfinance de la place. Je l'ai dit à l'introduction. Et j'ai eu la chance de commencer en tant qu'agent commercial et pour un gestionnaire qui arrivait à atteindre ses objectifs, il recevrait des primes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de consommer comme ça, dépenser comme peut-être je le faisais à l'université, dès qu'il y avait de l'argent, c'est d'avoir les habits, les sorties et tout. Je économisais les primes. Elles étaient un peu conséquentes en réalité. Les primes, je les investissais dans mes cours. Et à la fin de l'année, je puis payer la totalité de mes cours, de mon master. Et comme les bonnes choses n'arrivent pas seules, euh, cela a coïncidé avec un recrutement au sein même de l'entreprise. Euh, le département de l'audit interne était en train de chercher un auditeur junior. Vous voyez, euh, avec l'économie que j'ai faite, les 400 000 qui m'ont permis de commencer les cours et enfin de décrocher mon diplôme avec les économies de primes que j'investissais dans les cours m'ont permis de remplir les critères pour pouvoir postuler au concours. Donc, si je n'avais pas mon master, je n'allais pas avoir la chance de participer. Et grâce à Dieu, je puis décrocher le poste. D'aucuns diront que j'ai eu de la chance. Je dirais oui, c'est de la chance. Mais ma façon de voir la chance, c'est la rencontre entre les compétences et l'opportunité. Tu peux avoir l'opportunité, mais si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas la saisir. C'est cette définition que je fais de la chance. Alors, regardons ensemble. Pour même un jeune qui gagne très peu,
s'il arrive à épargner par jour 500 000, il se fixe 500 francs, j'allais dire, par jour, s'il se fixe un objectif très clair de 500 000, il le suit. À la fin de l'année, ça lui fait 200 000. Avec ces 200 000, il peut commencer quelque chose. Il y a beaucoup de petites choses, beaucoup de produits qu'on peut proposer aux gens ou des services avec un budget de 200 000. On peut déjà commencer à entreprendre quelque chose. Ne serait-ce qu'acheter un frigo, mettre à disposition des dames qui vendent de la glace pour nous rapporter, ou même nous permettre à participer à des formations et s'enrichir intellectuellement. Donc, la maîtrise du budget, c'est également une clé d'un avenir financier reçu. Commencez dès aujourd'hui à construire cet avenir, en toute sérénité, en cultivant les bonnes manières d'épargner et de gérer ses revenus. Des cas d'expérience, hein. Sur votre écran, vous pouvez dire Mamadou, 28 ans, il dit avant, je dépensais sans compter. Grâce à l'éducation financière, j'ai appris à budgétiser et à épargner pour mes projets. Il est épanoui. Abdoulaye, j'étais endetté jusqu'au cou, comme on le dit. L'éducation financière m'a aidé à rembourser mes dettes et de prendre le contrôle de mes finances. Marié 60 ans, je craignais pour ma retraite. Grâce à l'éducation financière, j'ai pu investir et préparer mon avenir sereinement. Donc, nous allons dérouler ensemble les avantages d'une bonne éducation financière. C'est une meilleure gestion de nos ressources avec un budget réaliste. On peut faire le contrôle de nos finances. On prépare l'avenir et on est indépendant financièrement. On devient autonome et moins dépendant des autres et des crédits. On apprend à éviter les pièges financiers parce qu'on aura à faire beaucoup de formations et avec l'expérience, on apprend à éviter certains pièges. Avec une bonne éducation financière, on apprend à mieux investir son argent. Et l'objectif, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie. En ce qui concerne les conséquences de l'éducation financière, de mauvaise éducation financière, c'est l'endettement excessif, l'accumulation de dettes difficiles à rembourser, le stress et l'anxiété. Toujours on est inquiet parce que les personnes à qui on doit viennent nous demander, il y a les prêts de la banque qui n'attendent pas et tout. Donc, on n'est jamais serein, on est toujours nerveux, on ne sait pas plus quoi faire. Parce qu'avant que le salaire du mois à venir, on le perçoit, on l'aura déjà consommé avec les dettes et les petits prêts, que ce soit avec les collègues ou avec des voisins, ou même les boutiquiers du quartier. Donc, nous nous sommes permis de vous proposer un petit tableau qui fait une petite comparaison entre une personne qui a une bonne éducation financière et une autre qui a une mauvaise éducation financière. Par rapport à la gestion du budget, pour celui qui a une bonne éducation financière, on voit qu'il parvient à bien planifier ses revenus et ses dépenses. Il suit sérieusement son budget. Quant à celui-là qui a une mauvaise éducation financière, lui n'a pas de budget, il ne fait que faire des dépenses irréfléchies. En termes d'épargne, celui-là qui a une bonne éducation financière, il met quelque chose à côté régulièrement. L'autre peu d'épargne, sinon pas même d'épargne, ce qui le rend très vulnérable aux urgences financières. Par rapport à la gestion des dettes, pour celui qui a une bonne éducation financière, il comprend et il limite ses dettes, il sait comment les rembourser parce qu'il arrive à évaluer sa capacité. Il ne va pas prendre des dettes qu'il ne peut pas rembourser qui vont par la suite lui créer des problèmes. Par rapport à celui qui a une mauvaise éducation financière, celui-là, il accumule les dettes seulement. Et surtout, la plupart du temps, sont des dettes inutiles. Il n'investit même pas parce qu'il n'a pas cette culture. Alors que celui-là qui a une bonne éducation financière, il investit, il fait fructifier son argent.
À un moment donné de sa vie, quand on travaille, il faut arriver à un moment où c'est l'argent qui travaille pour nous et ce n'est plus nous qui allons travailler pour l'argent. Comment faire ça? C'est faire des investissements réfléchis qui nous apportent de l'argent. Alors, par rapport aux pièges à éviter, prenons les cas des fonctionnaires de l'État, de façon générale, les enseignants. Généralement, qu'est-ce qui les arrive? Dès qu'ils ont leur salaire, on prend l'exemple de 200 000. Donc, quand ils ont leur premier emploi, ils ont un salaire directement, ils vont essayer de changer de style de vie. Beaucoup. Que ce soit les gens, ça c'est quelque chose de très général. C'est là où les pièges vont commencer. Tu vas vouloir dépenser, changer ton train de vie sans tenir compte de tes revenus et de tes dépenses prioritaires. Donc, l'enseignant va vouloir, s'il est dans une maison où il paye la location, il va pouvoir investir dans l'immobilier. Il voudrait construire sa propre maison. Donc, il va à la banque, il fait un prêt. Maximum, on lui donne 8 millions et dans les meilleurs cas, 10 millions sur une longue durée, peut-être une durée de 10 ans. Alors que ce même enseignant paye 75 000 minimum en location. Le prêt qu'il a pris lui permet, dans le meilleur des cas, acheter un terrain, un bon terrain, peut-être de 4-5 millions. Après, il va pouvoir débuter son projet immobilier. Il va commencer à construire, mais il ne va pas pouvoir finir de construire parce qu'il n'avait pas fait une bonne étude. Il aurait pu investir cet argent dans une activité ou une partie de cet argent dans une activité génératrice de revenus. Peut-être il aurait pu scinder l'argent. Une partie, il achète le terrain et une autre partie, il aurait pu l'investir dans une activité financière. Qu'est-ce qui va lui arriver? Par mois, il aura, indépendamment de ses dépenses fixes, le rajout de ses échéances au niveau de la banque qu'il est tenu de payer parce qu'on ne lui laisse même pas les choix. Son salaire est domicilié au niveau de la banque, on lui coupe l'échéance. Il n'a pas eu une maison parce que l'argent qu'il a pris ne lui permet pas de finir son projet. Mais aussi, il est toujours en location. Donc, il a pris de l'argent pour un projet qui n'a pas beaucoup étudié. Il s'est mis dans le gouffre tout seul. Non seulement il continue à payer sa location, mais aussi une autre charge financière s'est rajoutée sur ses dépenses, ses échéances à la banque. Et pendant 10 ans, il doit vivre comme ça. Donc, vous convenez avec moi qu'il n'a pas fait une bonne étude de son projet. Sinon, il aurait dû investir une partie de cet argent dans une activité génératrice de revenus qui allait pouvoir peut-être, s'il gère bien, l'aider même à construire sa maison. Pour d'autres, ils vont acheter ou construire des maisons très loin de leur lieu de boulot. Donc ça va aussi revenir à une augmentation des charges financières. Parce que tu ne vois pas les dépenses en termes de carburant, les dépenses physiques. Peut-être si tu es resté pour un moment dans la location, tu t'es fixé un objectif de commencer quelque chose qui te permet de t'aider à faire ce projet. Tu seras à côté de ton boulot et tu as des leviers. Tu dépenses, tu diminues toutes tes dépenses inutiles. Et le deuxième levier que les gens oublient, c'est que tu dois te poser la question, qu'est-ce que moi je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je sais faire? Donc déjà, c'est l'étape. Donc quand tu sais ce que tu sais faire, tu vas essayer de monétiser ça. Tu vas essayer de vendre ta connaissance. Tu vas essayer, surtout pour un enseignant, de donner des cours privés, d'améliorer ta formation et tout. Donc, c'est les deux leviers. Soit tu diminues tes dépenses ou tu travailles encore plus pour avoir de l'argent, pour avoir une assise financière confortable. Alors, les enseignants ne sont pas les seuls. Hein.
il y a même des banquiers, il y a même euh, des, des, des travailleurs qui évoluent dans des grandes entreprises, mais lorsqu'ils prennent l'argent, la plupart, sinon beaucoup d'entre eux, parce que j'ai eu aussi la chance, lorsque j'étais gestionnaire de portefeuille commercial au niveau de la microfinance dont je vous ai parlé, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs de mes clients qui venaient prendre des prêts et pour ceux qui avaient du mal à joindre les bouts et payer les échéances, beaucoup d'entre eux ont fait un détournement de l'objet du crédit. C'est dès qu'ils prennent l'argent seulement, ils commencent à penser à autre chose. Soit ils prennent l'argent pour aller se remarier, pour mettre tout le prêt dans un projet de mariage, ce qui n'est pas très conseillé. Certes, on peut prendre une partie de l'argent pour se marier, mais l'autre là, il faut savoir l'investir. Parce qu'après, même le mariage, il y a des problèmes qui viennent, où d'autres prennent tout l'argent, ils le mettent. C'est tous ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, ils prennent un prêt, ils le mettent, ils vont acheter un véhicule qui déjà avec leur moto, ils avaient des problèmes à joindre les deux bouts. Imaginez-vous le véhicule qu'ils ont acheté, l'entretien, le carburant, c'est créer des problèmes inutiles en réalité. C'est pourquoi il est important de se planifier, savoir ce qu'on veut, et par an, c'est dire voici ce que je peux faire, voici mes objectifs, les tracer et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Il ne faut pas faire les choses de façon irréfléchie. Il faut tout programmer, il faut tout écrire quelque part. Cette année, j'ai ça et je voudrais avoir ça. Comment je pourrais avoir ça? Je dois mettre les moyens. Ensuite, il y a un fléau maintenant, vraiment en Afrique et particulièrement au Mali, les jeux de hasard. Beaucoup de jeunes, surtout au niveau des écoles, ils mettent beaucoup d'argent dans ces jeux de hasard. Alors que ça, la plupart du temps, ça conduit à une baisse de l'estime de soi. Ça donne à certaines personnes même des idées suicidaires. Parce que ça te donne des mauvaises tentatives. Tu serais, lorsque tu n'as pas d'argent, et c'est de l'argent facile en fait. Tu es tenté par détourner l'argent des gens, des parents, tu voles. Même si tu es caissier dans une institution financière, tu es tenté par prendre de l'argent pour aller jouer, espérant que tu auras le double. Donc, ce sont des pièges à vraiment éviter. On peut même prendre l'exemple de footballeurs maliens, hein. On a vu certains footballeurs qui ont évolué dans les meilleurs clubs hein, internationaux, mais après, ils n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Ils ont eu des problèmes financiers. Euh, on a un autre bon exemple, Seydou Keita. On le voit aujourd'hui, il a mis en place une grande usine. Il a su gérer ses revenus, l'argent qu'il a pu avoir pendant sa carrière de footballeur, il a investi. Lui, entre guillemets, hein, pour les supporters du Barça, lui, il a pu tirer son épingle du jeu. Pendant que l'autre, où je vais taire son nom, c'est un joueur du Real, un ancien joueur du Real du Mali, n'a pas fait une bonne gestion de ses revenus, malgré qu'il a eu beaucoup d'argent. Aux dernières nouvelles, il avait vraiment des problèmes financiers. Donc, il faut savoir aussi acheter euh, un terrain, par exemple. Il faut pas aller, si vous voulez, toujours pour un projet immobilier, il faut pas aller comme ça acheter. Il faut s'assurer que le terrain, c'est un bon document, c'est un titre foncier, il faut faire les vérifications. Certaines personnes, ils prennent l'argent seulement, ils achètent avec les voisins d'à côté sans s'assurer de cela. Alors, quand on fait un mauvais projet, là, ça va retomber sur nous et on va, comme on le dit, récolter les pots cassés. Donc, ce sont des astuces vraiment qu'il faut prendre en main et travailler avec pour éviter des pièges. Donc, comme on parlait toujours du cas du Mali, on a vu le cas de OpenAI, pas plus tard même qu'avant-hier. J'ai un petit frère du quartier qui m'a envoyé des captures de quelqu'un qui l'a contacté, qui lui propose de jouer. Lui-même, il ne sait pas à quoi jouer. Il fait que cocher certaines cases et tout.
et on lui promet un pourcentage journalier. Et il a continué à jouer. Il a continué à jouer. Il joue 2000 francs, on lui a donné 20%. Et à la fin, on lui dit, s'il joue à 300 000, ils vont lui donner 50% des revenus. Donc, heureusement, on a discuté, mais je sais que il n'est pas convaincu. Parce que peut-être c'est vraiment une habitude. Parce que les jeunes, là, souvent, tu essaies de les conseiller pour éviter ça, ils vont penser autrement. Parce qu'on a vu, pour celui qui a vu les cas de OpenAI, un Malien ne doit plus être victime de ce jeu comme ça. Donc, et on a vu aussi un cas d'un jeune entrepreneur qui, selon les informations, a usé de la pyramide de Ponzi. Donc, comme vous le savez, c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients, essentiellement par des fonds procurés par les nouveaux entrants. Donc, cette pyramide même tient son nom de Charles Ponzi, qui en 1920 a fait une grande opération, mais après l'escroquerie a apparu au grand jour et finalement il a eu des problèmes. Euh, voilà. Donc, pour continuer, je vous propose quand même quelques signes pour savoir si un placement est un schéma de Ponzi. D'abord, généralement, ce sont des promesses de rendement anormalement élevés. Le risque présenté comme étant limité ou inexistant. Donc, il vous assure, il vous dit qu'il n'y a rien, voilà, vous ne risquez rien, que beaucoup de gens jouent. Et encore, leur chance, c'est que les clients là qu'ils ont, ce sont ces clients même qui vont prospecter d'autres personnes. Et ils commencent toujours par leurs proches. Et ce ne sont pas des gens illettrés seulement qui qui tombent dans ces pièges. Beaucoup de fois, ce sont des gens qui ont étudié, qui sont même prévenus, sont avisés. Mais comme tout le monde aime l'argent facile, tout le monde souhaite devenir très tôt riche sans pouvoir beaucoup travailler. Donc, il y a le manque de transparence parce que tu ne sais pas dans quoi ils le mettent eux-mêmes. Comment ils peuvent venir te proposer des jeux, te payer. C'est comme si, voilà, c'est de la charité. Donc, tel n'est pas le cas. Donc, difficile à retirer l'investissement. Lorsque vous demandez à retirer votre investissement, très souvent, on vous dit d'attendre, de patienter et tout. Et leur système vraiment dépend du parrainage. Donc, ils ont toujours besoin de nouveaux membres pour pouvoir payer les intérêts qu'ils ont promis au premier. Alors, conformément au plan de la thématique, nous allons dérouler ensemble les 5 étapes fondamentales pour atteindre la liberté financière. Donc, il y a 5 niveaux. D'abord, la survie, où malheureusement, c'est le premier niveau. Beaucoup de gens ne font que vivre plutôt que de véritablement vivre. Ils sont dépendants de leur salaire. Ils sont dans ce qu'on appelle une forme d'esclavage moderne. Ils vivent de jour au jour. Donc, tout ce qu'ils gagnent, c'est souvent égal aux dépenses ou quelquefois les dépenses même sont supérieures à leurs revenus. Donc, ces gens, vous conviennent avec moi, n'ont même pas fini de gérer leur quotidien à plus forte théorie, dépenser, à investir et à épargner. Donc, comme je le disais, ce n'est pas une fatalité être au niveau du premier niveau, qui est la survie. On a toujours les 2 leviers dont on a parlé. Ce sont les gens qui doivent mettre en place un budget, prioriser leurs dépenses et puis euh, multiplier leurs sources de revenus. Donc, nous avons ensuite le deuxième niveau qui est la stabilité. Donc, à ce niveau, euh, pour commencer, tu restes encore dépendant de ton travail pour maintenir ton niveau de vie et tu disposes d'un petit fonds d'urgence. C'est-à-dire, en cas de problème très grave, tu as du mal à joindre les 2 bouts sans pourtant demander de l'aide. Nous avons le troisième niveau qui est la sécurité, qui est le niveau à partir duquel on commence à avoir une mentalité plus mature, on se forme, on commence à avoir les bonnes qualités, les bonnes compétences et techniques de gestion financière. Au niveau 4, nous avons la liberté. C'est le rêve de presque nous tous. C'est
En ce moment, nos revenus valent minimum 300% de nos dépenses. Donc, à ce niveau, c'est l'argent qui commence à travailler pour nous. On a investi et on commence à percevoir, on commence à avoir un retour sur l'investissement. Et le dernier niveau, c'est l'abondance. Là, vraiment, c'est la tranquillité, c'est l'objectif ultime pour tout un chacun. Donc, en conclusion, nous pouvons dire qu'une bonne éducation, une bonne gestion de son argent est bien plus qu'une simple habitude. C'est un véritable levier d'autonomie, de sécurité et de sérénité. En planifiant ses dépenses, en épargnant régulièrement et en investissant de manière réfléchie, chacun peut se prémunir contre les imprévus, réaliser ses projets et construire son avenir. La maîtrise de ses finances personnelles permet non seulement de répondre aux besoins du présent, mais aussi de préparer sereinement l'avenir, tout en offrant une liberté de choix et une tranquillité d'esprit précieuse. Alors, gérer son argent avec rigueur, c'est avant tout se donner les moyens de vivre la vie que l'on souhaite avoir. Et pour cela, il est essentiel de retenir certains maximes. Souvenez-vous, ce ne sont pas les gros revenus qui font la richesse, mais les bonnes habitudes qu'on vient de voir tout de suite ensemble. Commencez petit, mais commencez tout de suite et aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de combien d'argent vous gagnez, mais l'objectif, c'est de savoir combien vous arrivez à en garder. Surtout, il est important d'être ambitieux, mais on ne doit pas être prétentieux, vivre au-delà de nos moyens, vouloir imiter les gens, vouloir plaire les gens, même si cela nous crée des problèmes. Il faut vivre en fonction de ses moyens sans rien forcer. Et en termes de prêt, c'est vraiment à retenir. Ne prêtez pas à tout le monde, surtout les proches, pour ne pas détruire votre relation. Parce que généralement, ce sont eux qui ne vont pas vous rembourser. Si vous savez que vous pouvez les aider et ne pas compter sur le remboursement de ce que vous allez leur donner, donnez ce que vous pouvez en aide, pas en prêt. Sinon, ça peut vraiment avoir des conséquences néfastes sur votre gestion financière et même sur votre relation sociale. Donc, je vous recommande certains livres très importants. Le livre de Robert Kiyosaki qui parle du père riche et du père pauvre. C'est une histoire entre lui et son ami qui ont été individuellement élevés par un père riche et un père pauvre. Lui-même, il a été élevé par un père pauvre. Donc, il nous partage beaucoup de techniques et des astuces pour tirer son épingle du jeu. Il y a aussi le livre, un livre très important, L'homme le plus riche de Babylone, le livre de George Carlson. Je vous le conseille vivement. En plus des applications comme Meet, Money Manager et aussi des sites à découvrir parce qu'en lisant aussi, on peut apprendre beaucoup de techniques et aussi découvrir des outils pour mieux comprendre euh, les techniques d'une bonne gestion financière. Donc, je vous invite à scanner si vous parvenez à voir mon écran. Voilà, c'est QR code qui contient un carnet d'adresses financières. Ce carnet rassemble quelques ressources utiles pour approfondir vos connaissances en éducation financière, renforcer vos compétences en gestion de budget, épargne et investissement et développer votre autonomie financière. Alors, Abokar Maman Mega, que je suis, j'accompagne également les établissements financiers dans la mise en œuvre de leurs compétences et dans le renforcement des compétences.
Je donne cours dans certaines universités. Pour la plupart, c'est des cours en ligne pour ceux qui ont besoin de ma modeste expertise dans des domaines de la conformité et de la gestion des risques. Donc, je resterai joignable. Je vous laisse mes coordonnées pour pour ce faire. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. C'était vraiment agréable de partager ces quelques outils et techniques sur l'éducation financière. Et je vous accorde quelques secondes quand même pour ceux qui n'ont pas réussi à faire les scans. Merci. Merci beaucoup pour ce partage très enrichissant. Le thème abordé est particulièrement pertinent car en tant que jeune, on ne nous apprend pas réellement à gérer l'argent. On nous dit seulement qu'il faut en gagner. Pourtant, sans une bonne éducation financière, on peut effectivement gagner de l'argent sans jamais savoir où l'argent rentre. Moi, franchement, j'aurais voulu suivre cette session-là un peu plus tôt parce que ça m'aurait permis de mieux gérer mes finances actuellement. Mais bon, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, donc vraiment, merci beaucoup. Nous allons partager cette session-là sur nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, donc particulièrement YouTube. Vous pourrez après retrouver la session et partager également avec vos connaissances afin qu'ils puissent également profiter de cet échange futur. Nous sommes à la session questions-réponses. Je pense que on avait eu quelques questions dans le chat. Monsieur Samba avait demandé de revenir sur la fondation financière. Je vais demander à tout un chacun, si vous avez des questions, vous pouvez vous pouvez activer votre caméra ou votre audio ou votre micro pour parler. Vous pouvez également envoyer les questions dans le groupe et je pense que Monsieur Maïga se fera le plaisir de répondre. Donc, en attendant, il y avait déjà une question. Monsieur Samba, d'ailleurs, qui demandait à ce qu'on revienne sur la partie de la fondation financière. D'accord. Merci beaucoup pour la question de Samba. Te remercions. Alors, la fondation financière, nous l'avons défilé un peu, on l'a représentée en forme de pyramide. Donc, on est en train d'expliquer un peu l'importance des habitudes financières et on a dit que le socle même de cette habitude financière, c'est la fondation financière. C'est comment bâtir des compétences essentielles, c'est-à-dire la formation, euh, la lecture des livres qui ont trait à l'éducation financière, ça, son développement personnel, c'est tout ce qui entre dans le cadre de la formation. Parce que pour avoir vraiment les avantages de l'éducation financière, il ne s'agit pas seulement de rester quelque part ou vouloir tout seul parvenir à quelque chose, alors que nous sommes dans un monde où presque tous les sujets ont été déjà traités. Donc, c'est pourquoi on demande aux gens le socle même vraiment de l'éducation financière, c'est cette fondation financière qui consiste à mieux se former, à se donner les moyens pour atteindre l'éducation financière. Comme je viens de partager les QR codes, j'ai invité les uns et les autres à se rendre sur le carnet des ressources financières. Cela vous permet non seulement de vous rappeler de quelques bonnes habitudes financières, mais aussi renforcer votre compétence, parce qu'il y a aussi des outils qui s'y trouvent que vous pouvez vraiment utiliser. Je sais pas si j'ai répondu à la question de Samba. En tout cas, je reste disponible si besoin de mieux détailler. Merci. Oui, je pense que vous avez parfaitement répondu à la question. Il y a une question aussi qui est là, mais s'il y a une autre personne qui veut prendre la parole et poser sa question, il n'y a pas de souci.
Sinon, bon, je vais poser la question. Alors, Monsieur Maïga, auriez-vous des conseils ou des premières étapes simples à suivre pour commencer à mieux gérer nos finances au quotidien? Pour un jeune qui vient de commencer, quels conseils vous pouvez lui donner pour qu'il puisse mieux gérer ses finances? Ok, je vous remercie pour la question qui est très pertinente. Alors, je vais inviter les gens vraiment à observer la pyramide dont on parlait tout à l'heure. C'est d'abord pour un jeune, c'est de se former. La formation, elle est très, très importante. Comme cette formation que vous offrez au grand public, c'est important de participer à des séances comme ça, et à des partages d'expériences, à des conférences, à des documentaires qui ont trait à la gestion de l'argent. Parce que moi également, vous l'avez dit tantôt, j'aurais aimé bénéficier d'une formation de ce genre. C'est pourquoi je recommande même à nos États vraiment de mettre ça dans nos programmes d'éducation pour que chacun d'entre nous, dès le jeune âge, comprenne l'importance de la gestion de l'argent pour parvenir à la stabilité financière. Donc, pour un jeune qui travaille ou qui ne travaille pas, même avec nos bourses, on doit apprendre à épargner. Et peu importe le montant qu'on n'a pas, qu'on épargne. Le plus important, c'est d'avoir cette bonne habitude. Comme je le disais tantôt, l'habitude, c'est une seconde nature. Celui qui n'apprend pas à gérer sa bourse ne saura pas du tout, en tout cas s'il ne change pas de comportement, à gérer son salaire. Il aura toujours des problèmes pour joindre les deux bouts. Il sera toujours là à demander auprès de ses voisins, de ses camarades ou de ses collègues de l'aide pour pouvoir gérer. Et c'est un cercle vraiment vicieux qu'on doit éviter. Par moment, on peut avoir des problèmes, hein. Je ne demande pas de ne pas appeler à l'aide quand on a des besoins, vraiment, des dépenses qui sortent vraiment dans notre cadre. Mais on doit faire de telle sorte à s'acculturer des principes de l'éducation financière dès le jeune âge. Par exemple, même à l'université, pour celui qui a une bourse de 25 000, il doit pouvoir, serait-ce que économiser 5 000 hein, pour lui-même, pour constituer son fonds d'urgence. Et même acheter des livres d'éducation financière pour se préparer. Parce que l'objectif pour nous tous, c'est que l'argent travaille pour nous un jour. L'objectif, ce n'est pas de rester et travailler pour les gens. À un moment donné, il faut qu'on travaille pour soi-même et à la fin que l'argent travaille pour nous. Là, on serait tranquille et tout. Donc, c'est vraiment ce que je conseillerais aux plus jeunes, c'est de se former et de ne pas, d'éviter les jeux de hasard, l'argent facile et tout. Merci. Je sais Ok. pas si... Madame Lendi, est-ce que je peux prendre une seconde pour parler? Yeah. Oui, il n'y a pas de souci, allez-y. Ok, merci. Premièrement, merci beaucoup, Monsieur Abouakar Maïga, pour l'intervention d'aujourd'hui. Ça, c'est une information très excellente. Et vraiment, les informations, le rapport aussi, ça profite. La plupart des informations, je connaissais un peu et vous avez réellement éclairé encore plus. Et j'encourage réellement les participants à lire les livres que M. Maïga nous a offerts aujourd'hui. Spécialement le livre de Robert Kiyosaki sur le père riche, père pauvre, et également le livre sur Babylone, l'homme le plus riche de Babylone. C'est écrit en forme d'histoire, c'est important à écouter et ça donne réellement toutes les informations possibles que vous pouvez réellement, que vous avez besoin pour réussir votre éducation financière et votre carrière. Et ça va vous ouvrir réellement à la tête. Et M. Maïga également a continué à réitérer le fait qu'on doit apprendre. L'éducation financière, ça commence par la tête. Tant que vous ne prenez pas le temps d'apprendre les bonnes manières et les informations dont vous avez besoin, vous allez continuer à faire les mêmes erreurs. Donc, il n'a pas cessé de renforcer encore que vous devez apprendre et vous avez fait le premier pas. Le fait même d'être là aujourd'hui, ça prouve que vous voulez apprendre et vous êtes sur la bonne voie. Donc,
aujourd'hui, ce n'est que le début, ce n'est une petite information qu'il vous a donnée. Maintenant, le travail, c'est à votre niveau. C'est réellement de partir lire, c'est de continuer à faire des recherches et savoir comment contrôler vos dépenses et comment continuer à avoir également plus de revenus. De sorte qu'à un moment donné, on sera tous, on aura de bonnes informations qu'on pourra partager avec nos enfants ou à partager avec d'autres personnes. Parce que très souvent, même, il y a des parents également qui sont dans des situations difficiles et ils ne savent même pas quelle information donner aussi aux enfants. Donc, ça sera très important pour nous également de passer l'information dans le futur également. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter, Madame Lindy. Donc, je vous repasse la parole pour d'autres questions ou bien d'autres interventions. Merci encore, Monsieur Maïga. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane, pour cet apport très enrichissant également. Alors, on a une autre question. Monsieur Isaka Hamadi Diko, il demande: la finalité de l'éducation financière, c'est de pouvoir épargner ou d'avoir une balance nulle entre les recettes et les dépenses? Ok, merci beaucoup à M. Diko pour cette question très pertinente parce que c'est important d'établir des objectifs. Tout le monde doit savoir ce qu'il veut en fin de compte. Alors, la finalité de l'éducation financière, ce n'est pas d'avoir une balance nulle, mais c'est déjà un pas, hein, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir cette balance nulle. Comme on l'a déroulé parmi les 5 étapes de l'éducation financière, il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup qui sont au niveau de la survie financière. La survie financière, c'est lorsque vos dépenses dépassent largement vos revenus. C'est-à-dire que vous n'avez pas un budget pour contrôler non seulement vos revenus et vos dépenses. Alors que l'idéal, la sécurité financière commence par la sécurité financière, pour rappel, c'est la 3e étape où tes dépenses valent tes revenus. Tu n'as pas de problème, mais tu n'arrives pas à épargner, quand bien même que tu t'es formé et tout. Donc, au niveau de la 4e étape, qui est la liberté financière, tu as eu des formations comme cette formation que tu es en train de faire, comme, je sais, les livres que tu vas lire, comme le renforcement des compétences que tu ne vas pas cesser de faire. In fine, tu vas acquérir vraiment des idées, des techniques, parce qu'aujourd'hui, tout est déjà fait. Il faut juste qu'on se ressource, qu'on lise et tout. Donc, quand tu vas parvenir à cela, tu vas avoir la culture, l'importance de l'épargner, tu le verras même, que c'est d'abord pour toi avant que ça ne profite de la société. C'est en ce moment que tu vas arriver à la liberté. Donc, pour répondre à ta question de façon plus précise, la finalité de l'éducation financière, c'est parvenir au moins à la sécurité financière ou à la liberté financière. Pour rappel, la liberté financière, c'est lorsque tes dépenses, tes revenus dépassent au moins 100 ou 200% de tes dépenses. En ce moment, tu es à l'aise, tu es sur un matelas financier. Donc, peu importe comment ça se passe, tu sais que tu as un fonds d'urgence qui est planifié sur 3 6 ans. Vous voyez, même aujourd'hui, dans les entreprises vraiment capitalistes, les entreprises modernes, on les exige à avoir ce qu'on appelle un plan d'urgence. Dans ce plan d'urgence, ils votent aussi des budgets qui, par exemple, s'ils n'ont pas de financement, s'ils n'ont pas d'aide ou d'apport des partenaires pendant un temps, il faut qu'ils aient une épargne. Donc, c'est la même chose pour nous. Que tu sois un chef de famille ou un étudiant, tu dois pouvoir épargner pour faire face à tes dépenses et aux urgences. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Duco. Voilà, merci. Oui, je pense que la la réponse est très claire. Nous avons une autre question. Monsieur Sangaré qui demande au niveau 1, survie financière, quelle alternative pour les personnes qui sont dans cette situation? C'est une excellente question. Nous remercions Sangaré pour la question. Alors, comme on le disait tantôt, l'alternative, la première, c'est d'abord d'établir un budget. Comment établir un budget? C'est lister ses dépenses, c'est lister ses revenus. Lorsque vous arrivez à faire ça, c'est déjà un premier grand pas. Ensuite,
il faut prioriser vos dépenses. C'est-à-dire, vous éliminez tout ce qui est dépenses inutiles. Vous n'êtes pas encore celui qui est à la servie, là, entre guillemets, quoi, n'a pas droit à mettre beaucoup d'argent dans les loisirs. C'est après, quand il sera au niveau au moins de la sécurité financière, qu'il doit penser à cela. Donc, quand vous êtes au niveau de la sécurité financière, vous devez agir sur les deux leviers. Le premier levier, vous éliminez les dépenses inutiles, vous diminuez drastiquement vos dépenses. Ensuite, vous devez vous démerder pour mettre votre savoir-faire au service du grand public et par la suite monétiser ce savoir-faire, peu importe votre domaine. Si vous êtes dans le privé, vous devez vous spécialiser dans un domaine où vous pouvez aider les gens moyennement, quelque chose qui pourrait vous aider et tout. Si vous êtes enseignant, vous devez multiplier vos efforts pour faire des cours privés et tout. Voilà, c'est les deux grands leviers, diminuer les dépenses et multiplier vos sources de revenus, sans oublier la base, la fondation financière, la formation, la formation. Et éviter les petits pièges aussi, hein. Les jeux de hasard, les OpenAI, les pyramides de Ponzi. On nous a donné les techniques pour éviter tout ça. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question de Sangari. Je pense que la réponse est assez claire également. Merci à vous, Monsieur Maïga. Nous avons un commentaire que je vais lire. Bonjour, merci beaucoup pour cette superbe présentation. Monsieur Isaka Hamadi, on peut vous revenir juste après, s'il vous plaît. Mais bon, c'est pas grave, on y va. Vous pouvez poser votre question, on reviendra sur le commentaire. Bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste un commentaire que je voulais ajouter à toutes ces informations que l'expert nous a partagées. Je voulais juste ajouter, dire à tout le monde, les jeunes surtout, qu'il n'est pas de votre responsabilité. Disons que ce n'est pas de votre faute si votre père est pauvre, si votre mère est pauvre, si vos frères et sœurs sont pauvres. Ce n'est pas de votre responsabilité. Votre unique responsabilité, c'est que si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas aussi responsable de les rendre riches, mais vous êtes responsable de vous rendre vous-même riche. Et l'expert avait donné un exemple dans son discours pour dire, ne prêtez pas à vos proches, parce que si vous leur prêtez de l'argent, ce sont les premiers qui vont vous ruiner. N'hésitez pas à dire non à votre sœur parce que vous avez atteint votre plafond de dépenses. N'hésitez pas à dire non à votre mère parce que vous avez atteint votre plafond des imprévus. Si à 50 ans, à 70 ans de vie, ou votre sœur a 30 ans, 45 ans de vie, il n'est pas arrivé à joindre les deux bouts, ce n'est nullement pas de votre responsabilité. Vos enfants, qu'ils réussissent ou non, ou qu'ils aient de l'argent ou non, ce n'est pas non plus de votre responsabilité. Vous avez des devoirs envers eux, tout comme vos parents, mais vous n'êtes pas là pour résoudre leurs problèmes. Ils doivent apprendre à eux-mêmes à résoudre leurs propres problèmes. Si à 70 ans, votre père n'arrive pas à gérer sa vie, ce n'est pas vous qui êtes venu juste il y a 30 ans ou il y a 25 ans, qui venait à peine de commencer, qui va y arriver. Donc, il a eu ses problèmes à 70 ans, il n'a pas pu gérer. Il veut faire à la main, il veut faire ci. À 70 ans, il n'a pas pu le faire. Vous êtes là depuis 30 ans seulement, vous voulez résoudre tous les problèmes de tout le monde, de tous les frères et sœurs. À la longue, vous allez être comme eux, comme ils ont fait le choix ou la décision, où ils ont pris cette option-là de résoudre le problème de leurs parents et qui les a amenés là où ils sont. C'est juste ce que je voulais ajouter comme commentaire. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire. Cet apport est très, très instructif. Bon, il y a une question, ou plutôt un commentaire que je vais lire. Bonjour, merci beaucoup pour cette superbe présentation. Ça a été vraiment un voyage enrichissant. La question que je vais poser, c'est pas pour moi, mais pour aider ma grand-mère à mieux gérer son argent. Même après avoir dépassé la fleur de l'âge, c'est quelqu'un qui peut dépenser la moitié d'1 million en 2 semaines. J'aurais besoin de vos conseils pour la ramener à la raison. Alors, est-ce qu'on peut lui apporter quelques conseils pour qu'elle puisse aider sa grand-mère?
D'accord. Oumou Diallo, merci beaucoup pour ces commentaires déjà. Par rapport à votre grand-mère, en tout cas, doit être intéressante à son âge si elle parvient à dépenser tout cet argent, ce qu'elle doit être vraiment financièrement euh, stable. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'elle elle n'est pas parvenue à l'abondance financière? Peut-être ses revenus sont vraiment énormes par rapport à ce qu'elle dépense. Si chaque mois elle arrive à dépenser au moins la moitié d'1 million, c'est que ses ressources doivent être énormes. Sinon, dans les cas contraires, il faut vraiment la prendre il faut partager avec elle les conséquences de la mauvaise gestion financière. C'est que à la longue, là, si elle finit son argent, elle Faut intervenir côté. serait contrainte d'aller demander de l'aide, d'aller faire des petits prêts et elle pourrait même avoir une mauvaise réputation au sein de sa localité. Donc, elle deviendra ses grands-parents qui vont harceler les gens alors qu'à son niveau, ce n'est pas ce qui est l'idéal. Aujourd'hui, elle doit être celle qui doit nous donner, c'est elle qui doit nous donner même des conseils pour nous dire que la vie ne se résume pas seulement à gâter l'argent, mais à un moment donné, il faut savoir le garder et l'investir. Donc, il faut vraiment la conseiller, la montrer les conséquences si elle venait à ce qu'on ne souhaite pas, à être privée de l'argent. C'est qu'elle serait, comment elle va joindre les bouts. Comme vous le savez, généralement, les parents, les grands-parents sont souvent maladifs. Si elle dépend tout cet argent et qu'il y a un grand problème, et toi-même, Momo, si tu as besoin de son argent, c'est ce qu'il faut le dire. Tu dis si tu as vraiment des problèmes et tout, si elle, qui est ta grand-mère, n'arrive pas par faute d'avoir dépensé tout son revenu à porter assistance à toi, qu'est-ce qu'elle voudrait que tu retiennes d'elle dans l'avenir? Voilà, c'est quelques conseils avec ce qu'on a projeté. Je pense que ce serait intéressant de partager ça. Parce qu'il y a certaines personnes là, pour qu'elles comprennent, il faut pas leur raconter les avantages d'une chose, mais il faut plutôt leur dire les conséquences de la chose. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense que si elle lui dit les conséquences là, ça va aller. Elle va arrêter de dépenser autant. Maintenant, Euh, moi, ma question est de savoir, côté grand-mère, là, vous avez peur que la grand-mère dépense tout son argent avant de partir? Parce que si c'est la grand-mère, si elle a 90 ans également, bon, elle n'a plus peur de dépenser son argent aussi. C'est ça que je veux voir. Ou bien vous avez peur qu'elle ne laisse pas beaucoup pour les enfants? peut-être. Certainement, c'est ce que je disais. Je dis peut-être elle a atteint l'abondance financière, quoi. Elle n'a plus peur des dépenses. Elle a des activités qui permettent à elle de couvrir à 500% ses dépenses. Alors, quand on arrive à la liberté financière, là, on peut se faire plaisir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui dépensent, ça c'est clair. En réalité, il y a des gens même qui dépensent plus de 2 millions par mois même. Hein. Quand ça dépend, à un moment donné, ça dépend de ta situation. Donc, on ne connaît pas 100% la situation de la grand-mère. Donc, on ne peut pas 100% donner les conseils de la grand-mère. Mais ça dépend, toute chose, ça dépend. Et on sait également que les personnes également sont différentes. Aujourd'hui, peut-être que tu as un problème de 5 000. Il y a des gens qui ont des problèmes de 5 millions ou des problèmes de 500 millions. Donc, on n'a pas tous les mêmes capacités financières. Et ça les moments aussi, ça dépend. On est aussi jeune. Donc, dans ta jeunesse, ça peut être dans des situations là où tu n'as pas beaucoup de capacité financière. Mais quand tu commences à être dans les 70 ans, dans les 80 ans, et que tu as assez d'argent, tu peux te faire plaisir aussi. Donc, ça dépend toujours de là où tu te trouves dans une situation précise. Yeah. Et pour rebondir rapidement sur ce que l'un des intervenants avait dit côté familial, et même M. Maga avait dit ça également, c'est vrai, quand vous avez des amis, ils vont très souvent venir vous demander de l'argent. Si vous pouvez vraiment les aider, aidez-les, mais il ne faut pas dire que c'est un prêt qu'ils doivent vous remettre. Parce que si vous dites que c'est un prêt qu'ils doivent vous remettre, beaucoup ne pourront pas vous remettre et ça va gâter l'amitié. Donc, gardez l'amitié pour l'amitié, gardez le business pour le business. Quand vous mélangez les deux, ça devient un problème après. Donc, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce que M. Magadi ou bien l'autre intervenant avait dit. Merci. Merci à vous, Monsieur Ousmane.
Alors, moi, j'ai une question. Bon, il y a une question ici. Est-ce que avoir une bonne éducation fait de nous des radins? Ah, ça, c'est une question, hein? Parce que quand il s'agit de la famille, deux fois, il y a des hommes qui n'aiment pas donner. On va dire que, mais lui, là, il n'aime pas donner. On dit qu'il est radin. Pourtant, le gars, c'est ce qu'il fait. Donc, bon, je pense que sa question est bienvenue. C'est déjà moi qui répondais à sa question. Souvent, on peut, de toutes les façons, même si tu veux jouer au Papa Noël, hein, si tu veux servir tout le monde, les gens auront quelque chose à dire. Ils vont dire que vous êtes trop généreux. Quand vous gérez vos finances aussi, ils vont dire que tu es radin. Même toi, à un moment donné, tu vas te poser la question que je ne suis pas radin. Mais souvent, c'est bon, c'est nécessaire. En fait, c'est une construction personnelle que tu es en train de faire pour éviter les problèmes. Parce que ceux qui te traitent de radin aujourd'hui voudraient que tu sois à leur place, voudraient aussi que tu aies des problèmes et que tu ailles tendre les mains. Souvent, quand on dit de faire une bonne éducation financière, c'est-à-dire que tu ne vas même, à toi-même, il y a des dépenses inutiles pour, en ce qui concerne les premières étapes de l'éducation financière que tu ne vas pas te permettre. Et n'oubliez surtout pas que, comme l'a dit du coup tantôt aussi M. Cabré, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Il n'existe pas une seule personne sur la planète qui peut aider tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut accepter certains commentaires, hein. Peu importe, vous ne serez jamais parfait aux yeux des gens, mais tenez-vous bien seulement à gérer vos finances, que ça profite à certains bien, sinon, il n'y a pas de souci. Lorsque vous allez parvenir à l'abondance financière, vous allez pouvoir contribuer dans la société, aider voilà, les activités qui peuvent développer votre quartier ou votre région. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous également. Alors, je pense que je vais poser ma question. Au début de la présentation, ok, Monsieur Hamadi a levé la main, on va le laisser parler. Bonjour à tous, vous me recevez? Si, Bonjour. Amadi. Ok, bonjour. Tout d'abord, je remercie Avocat, je me le permets, hein, puisque nous nous connaissons personnellement. Et Avocat, c'est une mine de compétences que nous devrions continuer à explorer. Maintenant, je souhaiterais aussi remercier les organisateurs de ce forum-là, qui est très important, parce que moi, je pense que c'est un problème lié à nous, notre génération. C'est mon point de vue, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est un problème nouveau. Et je souhaiterais qu'Abouka nous donne un peu son analyse par rapport à ces On vous constats qu'il a. entend faiblement, on vous entend faiblement. Désolé, attendez, je vais peut-être changer de kit ou bien l'enlever carrément. Allô, c'est bon maintenant? Oui, parfait. Ok, merci. Au fait, je disais que je voulais entendre un peu l'analyse de Abokar sur, c'est-à-dire quand tu essaies de mettre côte à côte la gestion financière que nos parents ont eue, c'est-à-dire, je veux dire, nos parents qui ont franchi, par exemple, la barre de la soixantaine à date, et nous, notre génération qui n'avons pas peut-être atteint la quarantaine, il y a un contraste fort entre eux, leur gestion financière, et nous, actuellement. Il a eu à le dire dans sa présentation, c'est pas le niveau de revenu qui est très, très important, qui est essentiel dans la gestion dans l'éducation financière, mais plutôt comment on le gère, comment on gère le revenu qui est généré. Maintenant, avec peu de revenus, les parents parvenaient effectivement à gérer leurs ressources, au minimum faire la balance, quelqu'un a parlé de balance dans son intervention, équilibrer les dépenses et puis leurs revenus. Actuellement, nous, avec 10 fois plus, sinon plus de revenus, 20 fois que les parents, actuellement, les gens ont de gros salaires, mais ils ont du mal à gérer leurs finances. Et même atteindre la balance, souvent, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait justifier ou bien qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence-là entre nous, nos parents, et nous actuellement? Et comment est-ce qu'on pourrait utiliser ou bien on pourrait exploiter cette analyse pour nous permettre actuellement de mieux gérer notre budget?
Donc, c'était ça un peu mon intervention. Je souhaiterais avoir le retour de Maïga par rapport à ça. Merci. La modératrice, vous me donnez la parole, c'est ça? D'accord. Oui, vous avez la parole. Amadi, merci beaucoup. Je suis très content que tu aies pris le temps d'ailleurs de suivre la formation. Toi, un grand conseil, on a eu par le passé à parler beaucoup de sujets très intéressants. Et c'est de toi recevoir une question de la sorte, vraiment, je suis pas étonné. C'est une question très importante, c'est une réflexion à mener, sinon une thématique vraiment à développer encore plus. Tu l'as dit dans ton intervention, les parents souvent ils n'ont pas eu la chance d'avoir la chance qu'on a eue en termes d'éducation, en termes de revenus. À leur temps, beaucoup n'ont même pas eu la chance de fréquenter les écoles, mais ils ont vraiment pu tirer leur épingle du jeu et la preuve est qu'ils ont parvenu à nous former, à gérer tous nos problèmes financiers. Voilà. Donc, moi, ce que je pourrais dire nous concernant, je vais plutôt citer ce qui manque beaucoup à nous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt dans le paraître et non dans l'être. On veut ressembler aux gens. On est pressé de gagner de l'argent, alors qu'on ne met pas la formation. La formation, souvent, elle n'est même pas de mise. On est pressé, on voit un tel, il a parvenu à s'acheter un véhicule, on ne sait pas ses conditions, on ne sait pas son histoire. On va tout de suite dans la banque la plus proche, on s'endette, on veut vivre comme lui, alors qu'on n'a même pas le préalable que lui, il a. On veut ressembler aux autres. On veut que les gens nous disent qu'on est bon ou pas. Comme l'a dit Koulibaly tout à l'heure, il dit, pour celui qui fait une bonne gestion financière, est-ce qu'à la limite, les gens ne vont pas dire que c'est un radin? Donc, on est tombé dans ces pièges, quoi. Voyez-vous que des collègues à nous qui sont même dans le système financier, ils ont été victimes de certains pièges les plus minimes qui soient. Par exemple, les cas de OpenAI ou bien les trucs de pyramide de Ponzi. Et les gens, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne se fixe pas des objectifs en réalité. On vit le jour au jour, alors que nos parents, beaucoup d'entre eux, ils avaient ce qu'on appelle cette bonne habitude de d'abord prioriser leurs dépenses. Même à nous, à l'époque, tu les vois, ils ne s'accordaient pas un certain privilège. Ce qui est un objectif pour nous aujourd'hui n'était pas leur objectif. Parce qu'ils essaient, sans le savoir, ils respectaient la pyramide de Ponzi. On pouvait manquer de tout, sauf d'une couverture, des besoins les plus élémentaires. Ça veut dire on dormait bien dans des maisons, on mangeait bien, même si on n'avait pas tous les petits cadeaux. Alors qu'aujourd'hui, tu trouveras quelqu'un qui gagne à peine 400 000 et être dans une maison de 250 000. Et on a proposé une règle à respecter. Donc, je pense que c'est beaucoup ces habitudes-là. On s'est acculturé avec des mauvaises habitudes à telle enseigne que nous ne savons plus nos priorités. Et surtout, ce qu'il faut aussi toucher, on n'a pas vraiment cet esprit entrepreneuriat à vouloir générer, à vouloir s'investir dans des activités beaucoup plus génératrices de revenus. Je crois qu'à l'époque, un peu plus tôt, nos parents, malgré qu'ils n'avaient pas reçu beaucoup de formation, ils n'hésitaient pas à mettre de l'argent de côté et ils faisaient beaucoup de boulot en même temps. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, surtout les professionnels, beaucoup d'entre nous, les salariés, on se contente que de ces salaires. Et dès qu'il vient, on ne l'investit pas dans les choses prioritaires. Au contraire, on pense au superflu, on veut acheter des biens qui vont contribuer négativement
à augmenter, qui vont contribuer à augmenter sur nos charges. Et à un moment donné, on serait dans ce cercle vicieux. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme éclairage par rapport à la problématique qu'Amadi a soulevée. Je le remercie beaucoup pour cette réflexion qu'on doit continuer à mener et voir beaucoup sur quoi les parents ont pu réussir et essayer de les imiter afin de parvenir à la liberté ou à l'abondance financière. Merci. Merci à vous. On a bientôt terminé. Donc, normalement, c'est à 45. Il nous reste encore quelques minutes et puis c'est bon. Il y a une personne qui demande la parole. On va lui laisser parler avant de clôturer. Monsieur Diallo, allez-y. Pourquoi c'est forcément monsieur? Bonsoir à tous. Désolée, madame. D'accord, déjà bonsoir à tous, bonsoir chers intervenants et surtout félicitations pour cette brillante intervention qui était très constructive pour nous tous, je pense. Et je dis aussi pour ma modeste personne, c'était réellement constructive et ça va nous servir dans les jours à venir. Et Inch'Allah, nous prenons bonne note et nous allons faire de sorte que d'autres personnes autour de nous puissent aussi aller dans ce sens et puissent aussi apprendre. Et c'est encore une fois de plus des mots de remerciement pour avoir organisé cette session. En tout cas, félicitations à toi, Abokar, et merci. Merci beaucoup. Je crois bien que c'est Awa Diallo. Merci pour cette intervention, vraiment gentille. Autant pour moi. Rapidement, Madame Lendi, je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va avoir M. Maïga avec nous parce que cette information, on doit la répéter encore et encore parce que beaucoup de gens ont réellement besoin de cette information d'éducation financière. Donc, j'espère que vous préparez déjà à l'inviter prochainement encore pour développer encore plus à un moment donné. Mais pour ma part, en tant que collègue de Lundi et de toute l'équipe, je voulais réellement remercier M. Maïga pour son intervention d'aujourd'hui, pour le temps et pour l'information précieuse que vous nous avez également donnée. Donc, merci encore et on est très impatient de vous revoir encore sur notre plateau bientôt. Lundi à toi pour clôturer. Ben, je pense que vous avez tout dit. Merci à tous les participants. Merci à Monsieur Aboubakar Maïga pour son temps, de nous partager également ses connaissances. Et on espère partager encore une autre session avec lui très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.